Bonjour, aujourd'hui Altis FM et 45 minutes pour s'infiltrer sont reçus dans les salons de l'hôtel du quartier général à Bordeaux avec l'autorisation du général de corps aérien Stéphane Groen, officier général de la zone de défense et de sécurité sud-ouest. Nous le remercions donc chaleureusement de la qualité de son accueil et de la disponibilité professionnelle et souriante de ses collaborateurs. Comme vous pouvez le voir, les bâtiments sont néoclassiques du 19e siècle et depuis 1885, ils habitent les services militaires et la résidence de l'officier général de la zone de défense et de sécurité sud-ouest. Trois faits historiques marquants. Pendant la Première Guerre mondiale, la rue Vital-Carle a accueilli le gouvernement français en exil et le président Raymond Poincaré y a séjourné. En 1940, en juin 1940, le président Albert Lebrun a de même séjourné dans cet hôtel. Et c'est surtout depuis cet hôtel, alors occupé par les autorités françaises en fuite, que le général de Gaulle, le 17 juin 1940, prit la décision de partir pour Londres et de poursuivre la résistance depuis l'étranger. Vous avez d'ailleurs pu voir dans le petit film d'introduction cette plaque commémorative de cette décision du général de Gaulle. À tout de suite dans les salons de l'hôtel. Merci à tous. Au revoir. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Altis FM et 45 minutes pour s'infiltrer, qui devait être dans les salons de l'hôtel du quartier général, se retrouve en fait en Zoom suite à un problème technique de la caméra. Donc, nous remercions malgré tout chaleureusement le général Stéphane Groen, commandant du corps aérien et officier général de la zone de défense sud-ouest, pour son accueil et l'accueil de ses collaborateurs. Mais là, donc, ce petit incident technique et mécanique nous a obligés, créativité, trouver une solution, hein, comme dans le milieu du renseignement, trouver une solution donc à créer ce Zoom pour pouvoir faire l'émission et la présenter tant en vidéo qu'en audio. Donc, Laurent, bonjour. Bonjour Eric. Eh bien, Eh oui, écoute, je vois que la qualité d'adaptabilité a été de rigueur pour voilà. cette bascule et pouvoir faire dans d'excellentes conditions cette troisième émission, 45 minutes pour s'infiltrer. Et comme tu le soulignes, oui, un grand merci au général Stéphane Goen qui n'est pas informé du problème technique que tu as eu. Exactement. Ça sera la surprise pour lui aussi. Ça fera une surprise, mais on le remercie et je le remercie tout autant que toi pour cet accueil chaleureux qui nous a réservé et ses équipes qui ont été absolument sympathiques et dévouées à notre arrivée. Attentionné et professionnel. Il y aura un petit Oui, film malgré tout de présentation de l'hôtel du quartier général et de ses salons, parce que comme je le dirais dans l'introduction, c'est quand même un bâtiment historique et ce pour plusieurs raisons. Donc il y aura un petit film d'introduction de ce bâtiment et de ses salons qui sont évidemment très élégant, très classe, et dans lesquels il a été très agréable de faire l'émission. Malheureusement, vous ne verrez que des photos et un petit film, ça ne sera pas en présentiel. Donc l'épisode 3, les guerres de l'ombre, quand les entreprises financent l'espionnage. Alors qui plus est, je dirais que la réalité a rejoint la fiction et que la réalité s'est rappelée à l'ordre avec la parution d'un décret du 31 octobre 2025, le décret 2025-1030 sur les opérateurs de référence oui. euh, qui mêlent désormais, je dirais, structures privées et structures publiques dans une collaboration, dans un partenariat opérationnel et recherche, transmission d'informations. Laurent, tu peux nous en dire un peu plus sur ce décret qui t'a fait penser, ma foi, encore une fois, à rappeler qu'il a fait un roman avant le Covid sur les virus et l'espionnage dans l'industrie pharmaceutique. Et là, il fait un roman, Black Bank, sur le mélange privé-public avant la parution de ce décret, bien avant la parution de ce décret, puisque Black Bank, c'est 2021, je crois, ce que tu m'avais dit. Oui, absolument. Absolument, Donc, oui. peux-tu nous en dire un peu plus, d'abord sur comment tu as découvert ce décret, et ensuite, quelle était ta première réaction devant Bah, cette naissance des opérateurs de référence du ministère des Armées? je trouve que c'est en soi peut-être une très bonne chose. Comme tu le rappelles, le quatrième opus Black Bank de la saga GSR, effectivement, mais peut-être bien avant que le décret du 31 octobre soit publié, on l'a bien compris. Mais il peut y avoir effectivement une
collaboration proche et qui est importante entre le ministère des Armées et les opérateurs de référence, dits des opérateurs privés. Aujourd'hui, l'encadrement est fait par ce décret comme quoi le ministère des Armées peut désigner des opérateurs économiques privés dans sa lutte contre différents sujets face auxquels ce ministère est soumis chaque année. Donc c'est un pas en avant. Bien évidemment, je n'invente rien ou je ne devance rien en disant que l'importance, ça sera d'encadrer cette collaboration, désignation des ce partenariat. opérateurs. Oui. Faut les encadrer parce qu'on n'est pas dans un système à l'américaine où il y a voilà, des c'est pas Air opérateurs ou à la America. russe. Voilà. Ou les brigades Wagner. Voilà. Air America qui, pendant la guerre du Vietnam, a été précurseur par la CIA de créer une entreprise, on va dire, fantôme. À couverture privée. Qui était une couverture privée qui permettait d'acheminer du matériel et des hommes sur les théâtres d'opération pendant cette guerre du Vietnam. Et de ramener des financements. Voilà. Et de ramener des financements. Donc, en ayant créé cette agence fantôme, le BSI, le Bureau secret d'intervention au sein de ma saga d'espionnage, bon, quelque part, je n'inventais rien, mais je mettais peut-être au goût du jour ou d'actualité ce qui vient de s'opérer par cette désignation qu'a fait le ministère des Armées il y a quelques semaines, le 31 octobre, comme tu l'as précisé. Oui, parce qu'en fait, ces acteurs, ils deviennent de véritables partenaires stratégiques, habilités, dotés de droits exclusifs ou spéciaux pour mener des missions au service de la France sur le territoire national ou à l'étranger. Ça veut dire qu'en fait, on met fin aussi à la dichotomie intérieur-extérieur, qui est DGSE, DGSI. Là, cet opérateur de référence est habilité à travailler à tous endroits, tout moment, du moment qu'il est choisi et désigné par le ministère des Armées. Donc c'est aussi on dépasse en fait une certaine catégorisation. Maintenant, c'est pour tout et en tout temps et en tout lieu. Oui, alors attention, sur de la cybersécurité, on n'est pas encore sur des forces militaires de terrain ou assimilées à du mercenariat. Ça reste quand même sur un domaine où effectivement les entreprises privées françaises ont de l'avance sur un plan technologique par rapport aux concurrents internationaux et peut-être même tout simplement européens. Mais on reste dans ce critère et dans cet univers de la cybersécurité. Mais comme dans tes romans, où on n'est pas du tout dans le militaire, ou très peu, on est plutôt dans l'espionnage, je dirais, économique, financier, puisque le BSI est financé par des entreprises du CAC 40. Donc c'est voilà, il y a des intérêts économiques, c'est pas du renseignement strictement militaire, je dirais. Voilà. Alors, après, il y a une partie qui obligatoirement dévie, mais la base, c'est l'économie, la finance, le nerf de la guerre, en fait. Oui, l'ADN, j'ai voulu cet ADN très particulier là pour rebondir sur ce que tu dis. Oui, alors il y a un cofinancement de cette officine, puisque c'est le terme technique dans le monde du RANS, sur le BSI. Il a cet ADN très particulier, c'est d'être cofinancé par les entreprises du CAC 40 et une structure étatique, donc le ministère des Armées. Alors pourquoi le CAC 40 ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le fleuron des 40 entreprises françaises les plus, on va dire, puissantes, mais surtout qui sont dotés d'un niveau d'ingénierie et de recherche que par chance ils ont pu développer au fur et à mesure des années. Donc quand cette agence fantôme, cette officine sur le terme technique, elle agit non seulement pour protéger les inventions que peuvent faire ou les avancées technologiques en matière d'ingénierie sur différents univers industriels, mais c'est une fois que cela est protégé, c'est aussi protéger forcément les salariés qui travaillent pour ces entreprises-là. Ce sont des mois de recherche, de collaboration, de travail. Si une organisation corrompue ou un État souhaitant faire appel, lui, dans son cas, à des mercenaires pour aller voler ce savoir-faire, si une invention disparaît d'une entreprise parce qu'elle a été volée, forcément, elle ne pourra pas être dans une démarche de chiffre d'affaires, de développement, de croissance et donc d'emploi. Il y a un impact réel sur l'emploi. Et forcément, la première marche qui est coupée dans les entreprises où il y a des forts développements commerciaux, c'est malheureusement la masse salariale. Donc, cette agence de renseignement parallèle, elle a aussi cette vocation, indirectement ou directement,
de protéger aussi les masses salariales au travers des avancées technologiques des entreprises pour lesquelles elle agit. En fait, c'est un changement de mentalité, de culture. C'est une révolution silencieuse. Et on peut dire quelque part que le BSI était donc visionnaire. Voilà. Le BSI était donc visionnaire de ces officines qui mêlaient privé et public pour effectivement protéger, je dirais, les intérêts et les valeurs de souveraineté d'un pays et d'une entreprise et son influence par là même. Donc c'est voilà, tu es un visionnaire en fait. Ah, oui, peut-être un visionnaire ou peut-être Je l'ai que déjà dit, j'arrive tu à vas finir enlevé projeter. par des services secrets étrangers qui vont te demander de te dire dans les 5 prochaines années qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Va Dites-nous savoir, tout. peut-être. Je vais Dites-nous surveiller tout. les sorties de mon domicile maintenant et mes déplacements professionnels et privés, sait-on jamais. Mais non, c'est peut-être aussi de projeter une projection que j'arrive à faire en connaissant par différents moyens cet univers du contre-espionnage et de l'espionnage. Euh, Peut-être que j'arrive à avoir une projection qui serait idéale. Alors maintenant, est-ce qu'elle est faisable dans la pratique et au quotidien et sur le plan organisationnel, humain, technologique? Là, il y a peut-être réflexion à porter. Mais oui, il y a un côté peut-être pas visionnaire, mais je vais réinsister sur le terme de projection de ce qui serait idéal Hmm. dans ce monde où on l'a Pour une bien vu. efficacité maximale en fait. Voilà. Pour Voilà, une il faudrait une efficacité efficacité maximale. maximale. C'est la chose, je pense, que sur laquelle tout le monde mise, l'efficacité maximale. Hmm. Alors, comment elle peut être mise en pratique? Là, il faut faire appel à des compétences que je n'ai pas, bien évidemment, mais qui sont aujourd'hui très actives dans les agences de renseignement françaises. Compétences que tu n'as pas, mais compétences avec lesquelles tu communiques parfois. Ah oui, Personnes qui les ont, avec qui tu communiques parfois. En fait, ce que raconte la fiction GSR, hein, c'est la frontière entre intérêt privé et secret d'État. Voilà, ça se mélange, ça se dissout, ça se reforme. C'est un mouvement continu et perpétuel d'interaction, finalement. GSR, ta saga, c'est un monde de l'efficacité maximale du renseignement. oui, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai même eu la chance, parce que j'appelle ça une chance, que des officiers supérieurs, dont un en particulier, a lourdement insisté sur le fait que je pouvais susciter des vocations au travers de cette saga et de toute l'organisation qui en dépend, puisqu'on revient à cette fameuse arrivée des opérateurs de référence dans le monde de la sécurité ou du renseignement français grâce à ce décret promu par le ministère des Armées. Après, c'est sur une base quand même bien établie, hein, maintenant tout le monde le sait, que les multinationales ne font plus seulement du business, c'est une guerre économique. Voilà. C'est une guerre économique où le pouvoir, le nerf, c'est l'argent, et les conséquences, ça peut être un marché de l'emploi qui se dégrade, ou au contraire qui augmente, des rapports de force qui s'inversent. Donc finalement, oui, c'est les multinationales et l'État ont tout intérêt à communiquer, collaborer et à établir des partenariats. Bah, il va falloir, parce qu'à un moment, l'État ne peut pas régir toutes les compétences et surtout celles qui sont exploitées dans le monde du privé. Donc, si effectivement il y a un encadrement législatif qui est très pointu et qui permet à ces opérateurs de référence de ne pas dépasser leurs attributions ou le cahier des charges qui leur sera fourni par les officiers supérieurs militaires français, oui, il y a tout intérêt à coopérer. C'est mettre ce que des entreprises privées ont ce savoir-faire. Et en France, on a quand même de nombreuses entreprises de haute technologie qui créent des logiciels, qui créent des programmes, mais d'une qualité hors norme. Et il faut à tout prix les défendre. Ces entreprises françaises de très très haute technologie, c'est même pas de la haute technologie, c'est de la très très haute technologie, tant sur l'utilisation de drones que de logiciels d'écoute, de surveillance. Enfin, il y a aujourd'hui un savoir-faire français qui est reconnu, hein. On pourrait les classer, on va dire, dans le top 5 Mm. des puissances mondiales, économiques mondiales. Donc oui, moi je trouve que c'est une très très bonne initiative, ce décret du 31 octobre 2025. Et donc, ton roman, le roman de base qui mêle, je dirais, l'espionnage et la finance, le monde de l'entreprise, Black Bank. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? L'idée de départ, le déclic, et puis, sans troller l'histoire, voilà, la trame générale.
Bah, c'était d'entrer dans un sujet qui est brûlant, alors qui peut susciter fantasmes, qui peut susciter, on va dire, imagination débordante de tout un chacun. C'est ce qu'on appelle ce nouvel ordre mondial. Ouais. Il est réel? Est-ce qu'il est fictif? Est-ce qu'il est fantasmé? Est-ce qu'il est vraiment en action? Le commun des mortels que nous sommes ne peuvent vraiment, vraiment pas en définir les contours. On va partir du principe qu'il y en a un, c'est ce qui m'a donné l'envie de créer cet opus autour d'un fameux nouvel ordre mondial, en lien direct avec la finance, puisqu'il ne peut rien se passer sans le monde de la finance. Et la lectrice et le lecteur sont projetés dans cet univers financier, bancaire, et des entreprises d'investissement qui veulent créer un empire mondial tout en déstabilisant une de nos plus grandes banques françaises dans le roman appelé la Banque nationale de France. Donc, dans ce roman, quel est le point de départ? Alors, c'est bien sûr des ordres d'Archibald de Gans, le célèbre Archibald de Gans, toujours très élégant et énigmatique et classe. Quel est le point de départ? Quel est l'ordre donné, en fait? Bah, l'ordonnée a été qu'un cadavre a été découvert dans une succursale d'une banque en plein Paris. Et le directeur de cette agence, qui fait partie de 21 agences de financement dans le monde, est le petit-fils d'un ancien ministre des Affaires étrangères. Donc la PJ a fait sa première enquête, puisque c'est dans l'ordre des choses, puis c'est remonté de fil en aiguille à une organisation gouvernementale qui ne pouvait qu'impliquer cette agence fantôme que très peu connaissent dans la sphère étatique, et a mandaté le BSI car il avait la capacité, et il n'était pas et n'est toujours pas dans les radars de certaines agences de renseignement mondial, donc il peut avoir libre cours d'intervenir facilement et en bénéficiant de moyens qui leur permettent de remonter à l'origine de cet assassinat malheureux dans plein Paris. En fait, à chaque fois que tu me parles du BSI, ça me rappelle une vieille série que tu as dû adorer, je pense, Mission Impossible, les premiers. Cette mission, si vous l'acceptez, enfin bref, où cette cassette s'autodétruira dans les 5 secondes, toute cette espèce de secret, on confie une mission, mais voilà. Quoi qu'il arrive, nous, on n'est pas derrière, nous, on n'est pas au courant, on ne sait pas ce qui passe. Et en fait, à chaque fois que tu me parles du BSI, ça fait penser à ça, en fait. D'une mission que, voilà, quoi qu'il arrive, nous, on ne vous l'a pas donné, on ne sait pas ce qui s'en, voilà, on ne sait pas qui vous êtes, on ne vous connaît pas. Ben, Impossible Mission Force, en anglais, IMF, Mm. Mission Impossible, c'est une filiale de la CIA qui peut agir sans répondre à des convocations devant le Congrès américain. Donc, quelque part, c'est une projection, là aussi, qui a été faite, puisque l'origine de la série, c'est les années 50, c'est même pas 60, je crois que c'est fin des années Ouais, c'est le 50, début 50, ouais, exact, ouais. Les premiers, ça oui. nourrit des fantasmes aux États-Unis, puisque dans les années 80, sous l'ère Reagan, les premières agences fantômes étaient créées Ouais. et essentiellement destinées à l'Amérique du Sud. Donc, là encore, je n'invente rien. Je projette au niveau français la possibilité qu'une telle agence pourrait exister ou existe. Oui, c'est une agence parallèle, que ça soit IMF dans cette célèbre franchise américaine, exceptionnelle d'ailleurs, il faut le noter, ou via la saga GSR avec son agence à elle, le bureau secret d'intervention. Il faut un moment pouvoir agir sans répondre à certaines conditions de réglementation. Enfin, Qui alourdissent qui peuvent considérablement alourdir et qui peuvent freiner. Et puis la zone attention, d'influence et d'action. Mm. nos 6 agences exceptionnelles françaises, et merci à elles d'exister, merci à elles aussi de protéger les citoyens français, parce qu'on ne peut pas se rendre compte là aussi. Donc, évidemment, il n'y a pas des publications chaque mois de toutes Il n'y a les pas des comptes tentatives que la rendus. France a pu déjouer grâce à cette agence. Puisque dans le service secret, je le répète à chaque fois, il y a un mot très important, c'est le mot secret. Donc on ne Voilà. peut pas Ces publier tous les mois un services, bulletin de ce qui a été fait.
Voilà, le mot service est aussi important, mais il faut qu'il reste secret. Voilà. Donc, il reste Après, secret. tu nous les avais cités, on en avait parlé aussi, hein. Il y a eu des affaires qui ont mêlé le monde industriel à des mondes étatiques, au monde du renseignement, hein. Le scandale Renault-Nissan en 2011, l'affaire Airbus en 2014, les GAFA surveillés par les agences américaines, l'espionnage industriel, c'est chez Michelin ou Lafarge, l'affaire Kaspersky, qui a fait grand bruit aux USA dans les années 2017. Euh, En fait, les révélations Pegasus aussi, 2021, où tout ce petit monde, en fait, mais ça existe en fait, tout ça déjà. Alors c'est plus ou moins officieux, c'est plus ou moins, mais il y a des interactions, des zones de contact et de friction entre le public, le Tout privé, le monde espionne tout le monde. Tout le monde espionne tout le monde. même les amis. Et Enfin, il y a pas, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Il faut s'en rappeler. les intérêts euh, communs. et ce Mais sont non, les. tout le monde espionne tout le monde. Et sur les affaires que tu viens de révéler, Kaspersky, que ce soit les ciments Lafargue, que ce soit Michelin, que ce soit les GAFA, Airbus, il y en a tant d'autres, Renault-Nissan, on touche que le monde économique, là. Donc ça Ouais, veut tout dire à que fait. le premier espionnage mondial reste le monde économique, le monde Mm, industriel. mm. Donc, la saga GSR se cale sur ce fait mondialement premier dans le monde de l'espionnage, c'est l'espionnage industriel. Mm. Oui, puis en plus, disons que c'est là où il y a la surface la plus grande. Les, les conflits militaires sont, je dirais, bon, il y a l'Ukraine, hein, il y a eu Gaza, mais les conflits militaires sont étroitement, enfin, ils sont sur une zone géographique étroite. L'économie, les entreprises ont des activités dans les grosses entreprises dans tous les pays du monde. Les zones de friction et de contact sont multiples, diverses et variées. Amérique du Sud, Afrique, Europe, Asie, Amérique du Nord. Donc effectivement, qu'est-ce Moyen-Orient, qui est tout à fait Moyen-Orient. Et là, qu'est-ce qui fait gagner, enfin, la guerre des brevets, la guerre du renseignement? Ben, c'est tout à fait normal que ça soit là la première zone de friction. Voilà. Et toi, c'est un monde comment dire, tu aurais pu faire une saga sur le renseignement militaire. Là, tu as fait une saga plutôt sur ce renseignement-là. C'est quelque chose qui t'a passionné plus que le militaire. Enfin voilà, c'est quelque chose qui te touchait. alors, j'essaie à chaque opus de mettre aussi en évidence le savoir-faire de d'autres agences Mm. notoirement connues dans le monde du rance français pour leur rendre hommage. Donc, forcément, bah, que ce soit la DRSD, la DRM, la DGSE, ça appartient sous tutelle du ministère des Armées. Après, on a Tracfin sous le ministère de l'Économie et des Finances, Mm. ou la DGSI sous le ministère de l'Intérieur. Mais j'essaye dans chacun de promouvoir et que ça se cale avec une forme de réalité de l'histoire, de la mission qui est confiée à ce BSI. Oui, de rendre hommage à tout le monde. Et oui, pour répondre à ta question, oui, bien évidemment, ça me passionne depuis tant d'années que cette ambiguïté dans laquelle je mêle finance, militaire, civil, le pouvoir exécutif, oui, j'essaye de faire dans un condensé quelque chose un mix intéressant surtout pour les lectrices et les lecteurs. Et puis les relations humaines. Puisqu'il y a quand même dans GSR, il y a des relations humaines qui sont, que ce soit C'est la base. un travail d'équipe ou la naissance d'un couple ou d'un duo, il y a des relations humaines, hein. C'est quelque chose aussi qui t'amuse, quelque chose il y a des fois où tu souris quand tu mets les gens en interaction, où tu te dis, ben tiens, allez, prends ça. Et Oui, là, mais là aussi, j'essaye de projeter ce qui pourrait se passer dans le réel. Et pour revenir à ta question, oui, l'aspect humain dans le renseignement, et d'ailleurs, d'échanges que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, le monde du renseignement, malgré le fait de la très haute technologie dans laquelle nous sommes, euh, revient quelques décennies en arrière à l'humain. à privilégier la rencontre humaine au détour d'un café en banlieue de grande ville ou en race campagne ou dans un hôtel avec deux chambres qui ont été louées sur le même palier pour pouvoir communiquer. La base des feuilletons, des séries Oui, télévisées. ouais, mais il y a une phrase dont je me souviendrai toujours qui m'avait été donnée par un officier supérieur il y a plus de 20 ans, c'est
si on peut écouter, c'est qu'on peut être écouté. Eh oui, eh oui, Donc, eh oui. ben, la technologie, elle évolue et pour les ennemis, enfin Eh, pour tout à les gens fait, qui ont moins de morale que ceux qui en ont. Donc, tout à fait. forcément, il faut peut-être privilégier un moyen d'échange d'informations, parce que ça reste la base du contre-espionnage et de l'espionnage, c'est le renseignement humain. Mm. Et ça, c'est comme la course du dopage. Tu as le produit dopant, et puis la découverte du produit dopant, et ainsi de suite. Et bien là, l'espionnage, tu as une technique d'espionnage, et puis tu as le contre-espionnage qui abolit cette technique, et puis il y a une nouvelle technique. C'est quelque chose, c'est une course, en fait, sans fin. C'est une course, sans fin, avec le point commun, ben, c'est l'humain. Voilà, c'est l'humain quand même qui régente et qui règle tout ça. Euh, Gabriel Saint-Régent et Archibald de Gans, ils sont en conflit parfois, des conflits de Ils personnes sont ou pas, des. c'est pas parfois, c'est très souvent, c'est très très souvent. Et j'ai voulu affronter deux personnalités dans le monde du rance très très distinctes. C'est-à-dire qu'il y a l'administratif, le patron, le directeur exécutif de cette agence, Archibald de Gans, qui lui est issu d'un parcours, on va dire, classique du monde militaire, école de guerre, Saint-Cyr, et passé par, à l'époque, le SDEC, puis l'évolution vers la DGSE. Donc, c'est le diplomate, c'est celui qui est là pour, ben, c'est le chef d'entreprise, hein, entre guillemets. Il a un budget à défendre chaque année, puisqu'il répond à des subventions de ses financiers, de ses cofinanciers, et du ministère des Armées. Donc, il doit, ben, lui, être, on va dire, le garant, le gérant, ancien homme de terrain, mais qui a peut-être oublié ce qu'était le terrain. Et tu as cette génération, Gabriel Saint-Régent, qui, ben, lui, a été repéré par son mentor, donc Archibald de Gans, et qui, lui, est à l'insolence dans sa personnalité, ben, qui lui donne sa force. Et puis, c'est un produit brut. Voilà, il a le drapeau français tatoué sur l'épaule, presque, et lui est confronté au quotidien sur des actions de terrain qui sont dangereuses. Donc il y a deux mondes qui s'affrontent. L'un qui a oublié ce qu'était la dangerosité du terrain, puisque c'était un ancien chef d'antenne, un ancien officier traitant de terrain, lui qui a franchi les échelons dans la hiérarchie militaire, le colonel Archibald de Gans, et Gabriel Saint-Régent qui est Le encore produit brut un du chien terrain, fou. voilà, le produit brut Il est du encore terrain. un chien fou, c'est un chien fou. Il a cette chance, c'est d'avoir un taux de réussite en mission qui est important parce qu'il sait s'entourer aussi de compétences au sein de l'agence et il a fédéré une équipe autour de lui. Mais qu'est-ce qui empêcherait dans le monde réel un sous-off ou un off Durance de fédérer une équipe autour de lui lorsqu'il part en mission, même si les missions peuvent être à chaque fois sur des sujets différents, pardon, des pays différents et un contexte totalement différent. Mais c'est Quand ce tu, à quoi Gabriel s'est employé et qui forcément arrive à des tensions, des frictions, parce que ben, y en a un qui sait qu'il est couvert par son chef supérieur et que comme il a de la réussite dans on sa lui mission, pardonnera quelques, voilà. on lui pardonne. Mais ils arrivent, ce sont des humains, ce sont des hommes, il y a des confrontations psychologiques, pas physiques, ça, on en est loin, mais il y a vraiment des rapports rugueux entre les deux et entre Gabriel et ses équipes aussi. Comme on dit Enfin, au c'est ni plus rugby, ni moins une reconstitution de ce qui se passe dans la vraie vie. comme on dit au rugby, viril mais correct. Voilà. Absolument. Viril. Et quand tu écris, est-ce que certains traits de caractère, tu penses à toi? Tu te dis, Ah, ouais, mais là, je ne peux penser qu'à moi. je- là effectivement, ouais, ça c'est moi. Ça c'est Non, moi. oui, mais je peux penser qu'à moi parce qu'effectivement, alors donner Ça des, t'amuse, cette espèce de deuxième degré de mise en scène? oui, bah oui, Ouais. je pousse à l'extrême aussi ce Mm. que je serais capable de faire hein, si j'étais dans une telle configuration. Et c'est là que le travail d'auteur prend son sens parce qu'il y a le côté technique dont on parle nous dans ces émissions depuis la première. Ça, c'est une chose. Mais après, il y a aussi l'amusement que je peux avoir Mm. en écrivant un opus de cette saga, c'est-à-dire d'être immergé dans ce monde de haute technologie, d'espionnage industriel, de rapports hiérarchiques à respecter, ce travail collaboratif, fraternel avec les équipes.
Et puis au milieu de tout ça, ben, moi j'ai mon clavier, j'écris et je joue de tout ça parfois. Mais tout en gardant une ligne de conduite que je garderais si jamais j'avais été Gabriel Saint-Régent. Et que Gabriel Saint-Régent gardera. Et qu'il y en aura. Mais Parce parfois qu'il j'aime a bien quand le même un faire. cap, il a quand même une boussole éthique, une boussole morale. Voilà. Comme tu le dis, il Oui, a le parce qu'on peut drapeau parler, sur les. on peut parler tous les jours et à chaque émission qu'on fera d'intérêt économique, de contre-espionnage, d'espionnage. Voilà, ce héros, il est emprunt forcément de mes valeurs moi personnelles. Hmm. Je pourrais pas écrire sur un... Alors autant je peux m'amuser à décrire des ennemis comme étant des salopards de première, mais Mais tu peux ton mettre parfois héros, des voilà. ennemis IES, hein. Attention, il n'y a Hmm. pas que des ennemis masculins hein, dans la Ouais, ouais, saga tout GD. à fait. Mais autant sur Gabriel Saint-Régent, la crédibilité qui m'est reconnue par beaucoup de lectrices et de lecteurs et de certaines institutions, c'est justement ce côté charismatique qu'il peut avoir du fait d'être empreint de ces valeurs-là, de patriotisme et ces Oui, valeurs puisqu'il est, il républicaines. est quand même empreint de valeurs, de principes qui ben, finalement l'encadrent, voilà, évite des débordements et l'encadre pour dans une boussole. D'ailleurs, s'il n'y avait pas ces valeurs, s'il n'y avait pas ces principes, finalement, tous ces agents, quels sont les risques ou quels pourraient être les risques autant pour les démocraties que pour les plus grandes entreprises qui financent ou qui manipulent ces opérations secrètes? Quels pourraient être leurs risques s'il n'y avait pas une espèce de cadrage moral ou principe? Euh, Il y a toujours des brebis galeuses dans toute organisation et dans tout groupe humain. Hein. Tu prends une meute de loups, il y aura toujours un un chef, un renégat, leader hein, voilà. qui va monter la route et tu auras toujours un rebelle qui va lui partir sur le chemin à droite alors que le chef de la meute prend le chemin du milieu. Bah, dans toute organisation, l'homme a autant de force que de faiblesses et ceux qui ont des faiblesses, elles se révéleront quel que soit leur environnement. Donc il peut y avoir des débordements, bien évidemment. La trahison n'est jamais très loin, il y a une frontière très proche. C'est du Oui, mais Machiavel, ça c'est aussi. Machiavel, finalement. Mais oui, C'est très mais machiavélique, c'est l'humain Sun est. Tzu, c'est Machiavel, c'est les relations d'État à État, de structure privée à État, d'homme à structure. Euh, Regarde ce qui se passe. Alors, je me gausse, mais pas dans le bon sens du terme, mais ce qui se passe autour de Zelensky. ouais. Euh, Avec la démission de son assistant, ouais, de des son. missions un petit peu forcées, hein, Eh ben, un petit il a peu fui forcées d'abord, hein. Il a d'abord fui, hein. Voilà, de son bras droit archi corrompu. voilà. Enfin, je veux dire, alors après, attention, je ne défends ni l'attaque de la Russie sur le plan moral. Maintenant, ce qui a animé le président Poutine, ça le regarde, ça. Mais il est premier, rappelons-nous, il y a 4 ans, quand l'invasion a commencé, il mettait en avant le niveau de corruption dramatique qu'il y avait en Ukraine. On a beau défendre les populations ukrainiennes, et je suis le premier à être solidaire des populations ukrainiennes, attention. Mais la corruption à très haut niveau d'État existe. Et De toute façon, avant le début aujourd'hui, de la guerre, tout le monde savait en Europe que l'Ukraine était probablement le pays, au niveau de ses élites gouvernementales, le plus corrompu le plus de la corrompu, face occidentale européenne. Voilà. le plus corrompu. Donc t'imagines si à ce Et là, niveau on se des pose, en fait, on se décideurs, demande où sont quelques centaines de millions. On ne parle pas de je pense que millions. tu vas pouvoir Il y en a même friser le qui disent, milliard. il y en a même qui parlent de milliards. Donc, Oui, voilà, bah oui. c'est. Moi, je suis un citoyen français. Une partie de mes impôts a été ponctionnée pour aider les Ukrainiens. Est-ce qu'ils sont arrivés? Maintenant, comment Voilà, ça se fait au bout de 4 ans avec les 21 milliards que la France aurait donnés, c'est ça. plus l'aide en matériel européenne, plus des unités spéciales qui étaient sur le terrain pour aider les forces ukrainiennes, comment ça se fait qu'avec tout cet argent, on n'est pas réussi, il n'est pas réussi, eux, pardon, je ne peux pas m'investir dans ce conflit puisque je ne suis pas ukrainien, mais à repousser les forces militaires russes. Surtout quand tu sais Euh, que là, il est prévu un achat. Alors, pareil, qui va financer, parce qu'ils n'ont plus un rond, de 100 rafales pour 20 non, mais milliards d'euros. Donc, qui va payer? excusez-moi, là, je vais choquer Voilà. tes auditeurs. Il n'y aura jamais de commande de 100 rafales, il faut arrêter. Alors que nous n'avons que 105 rafales en France. Là, Ouais, ouais, non, non, mais donc, un moment, l'Ukraine et toute la moi, je suis solidaire avec le peuple ukrainien. Hein, je ne suis pas solidaire avec les dirigeants ukrainiens. J'ai mon avis personnel que je n'exprimerai pas, mais force est de constater que les médias, heureusement, parce que ça fait quand même plus de 2 ans et demi que les histoires de corruption et de détournement de fonds d'argent européen pour les aider face à l'invasion,
Ça a été étouffé, 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 étouffé. À un moment, il est temps que ça ressorte. Mm. Il est temps que ça ressorte. Donc, pour revenir à ta question initiale, et je suis très heureux d'avoir un petit peu débordé sur ce cadre d'invasion ukrainienne, mais oui, il y a des gens qui ne sont pas ou qui le sont peut-être au début de leur carrière, et petit après, qui peuvent dévier. Des Ouais. cas Mais de les doubles espions, les doubles affinités, des gens oui, qui, qui ont 20 ans il y dans a un service secret, les livres voilà. d'histoire en regorgent. Exactement, exactement, exactement. Où il y a le double jeu, voilà. Et c'était des gens dont jamais on n'aurait parié un seul copec sur ce double jeu. Alors qu'au final, effectivement, il était là. Et là, tu parles d'une notion de transparence, en fait. Jusqu'où peut aller enfin, jusqu'où elle peut aller ou jusqu'où doit-elle aller, la transparence de l'information? Parce qu'il y a une notion de secret. Quel est le garant? Qui est-ce qui juge que ça, c'est pas secret, que ça, c'est secret? La frontière est Tout ce qui étroite, en peut, on va fait. dire, hein, tout ce qui pourrait perturber le bon fonctionnement d'une Ou société, nuire, voilà. ou ouais, perturber, nuire au bon fonctionnement de notre vie de citoyen au quotidien. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans les arcanes du renseignement et justement, ça leur permet de pouvoir agir sans qu'il y ait 80 millions de Français qui suivent chaque jour les missions d'infiltration, les opérations clandestines de nos services de renseignement. Il faut leur laisser cette totale liberté. On n'a pas besoin de tout savoir. Je veux dire, que sur des grands faits qui étaient stoppés par les agences de renseignement et face auxquels la France aurait pu perdre beaucoup de son intégrité, de sa souveraineté, de son savoir-faire dans l'ingénierie, dans le savoir, dans plein de domaines. Oui, que ça soit mis un moment en première une d'actualité en disant voilà, telle agence de renseignement a réussi à contrer tel phénomène, ce qui a permis de sauver telle liste de choses, aussi bien financières que de masse salariale, que d'intégrité. Enfin, tous les sujets peuvent être abordés, mais on n'a pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de savoir. Alors, quand les entreprises... Sinon, en tant que romancier espionnage, je n'aurais pas de raison Oui, d'écrire des. en fait, tu mettrais la clé sous la porte. Tu mettrais la clé La sous la clé sur la porte. Ça serait moins intéressant parce que la C'est ça. réalité sera encore plus croustillante. Voilà. C'est Donc là, ça. le thème là est dans Black Bank. En fait, c'est vraiment les entreprises qui financent l'espionnage. Et finalement, alors l'espionnage économique, il est toujours lié ou associé à un espionnage politique quelque part, puisque les deux sont vraiment, je dirais, liés Alors, il y a eu à haut niveau du moins, au moins à haut niveau. il y a eu des présidents de la République qui ont favorisé l'industrialisation. Je parle un président qui a été proche, qui a été Jacques Chirac, qui a été très proche du milieu industriel français et qui a réussi à certains industriels à leur permettre de développer leur entreprise et donc de grandir sur la place nationale et internationale. Est-ce qu'il doit y avoir une proximité entre l'exécutif et le financier? Alors pas forcément J'ai envie de dire, l'exécutif, mais le politique de manière générale. Le le politique de manière politique est générale. censé, une fois qu'on l'a élu, quel que soit, que ce soit dans une municipalité, à la députation ou à la présidence de la République, il est là pour défendre les intérêts des citoyens qui occupent le pays. Maintenant, il doit être informé effectivement du monde économique, il doit être aussi un chef d'orchestre face on va dire, au développement économique mondial et aux intérêts peut-être de regroupement de certaines nations autour de certains sujets. Mais est-ce qu'il doit avoir une place prépondérante pour défendre l'économie française? Je le pense. En tant qu'ambassadeur à l'international, ce à quoi se sont évertués certains présidents français de la Ve République. Maintenant, quand on voit notre dernier président qui a vendu Alstom Entre aussi autres, facilement, rapidement, entre autres, Arcelor, Alstom. je ne suis pas convaincu qu'il ait su mesurer la portée de son acte. Enfin, je ne suis pas là pour juger le président de la République, hein, mais moi j'observe, je suis impliqué dans le monde économique au travers de ma saga et de mes centres culturels, D'intérêt. personnels et d'intérêt. Bon, je trouve que c'est une erreur
colossal d'avoir vendu Alstom. Enfin, après, je ne suis pas un tribunal pour le juger ni rien. Mais il doit y avoir, pour moi, effectivement, cette proximité entre le pouvoir présidentiel, les grandes entreprises françaises, et comme il se faisait à une époque, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais les présidents, quand ils partaient à Ah, mais ils avaient leur l'étranger, dans une délégation d'industriels. visite officielle à l'étranger, au Japon, aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, Ça se fait toujours, hein. ils amenaient cohorte de chefs d'entreprise françaises qui en profitaient pour, sous caution de la Placer présidence de des la marchés. République, voilà, essayer de signer des contrats et de fixer des rendez-vous pour le futur en rencontrant les interlocuteurs quelques semaines après. Donc, ça veut dire qu'il y a une proximité entre le monde industriel et le monde politique. Maintenant, il faut qu'elle soit, il faut comme tout dans la vie, il faut qu'elle soit mesurée. Ouais, tout est question de mesure. Et là, l'être humain, Il n'est question que de mesure, mais ça, voilà. c'est Et, la dure dualité face à laquelle nous sommes confrontés depuis notre exactement. naissance. Et de manière générale, donc, dans tes romans, Black Bank comme les autres, il y a un intérêt certain pour la géopolitique et les relations internationales, puisque la barrière, là aussi, certaines actions desservent les relations entre États, d'autres les facilitent. C'est quelque chose aussi auquel tu es sensible, cette espèce d'influence finalement, d'action humaine sur des relations d'État à État ou de structure ou de géopolitique. Bah, là aussi, la frontière, hein, elle est excessivement mince. Enfin, et même, j'ai envie de dire, elle existe peut-être finalement pas. L'argent, le pouvoir, le renseignement, l'exécutif, tout est lié. Le but, c'est de conduire un pays quand tu es un chef d'État et quand tu es, toi, un chef d'entreprise, c'est de conduire au mieux la destinée de ceux qui travaillent pour toi ou ceux qui travaillent avec toi. Euh, Est-ce que l'influence géopolitique, elle est première, elle a toujours existé, même à l'époque de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, l'origine de la Première Guerre mondiale vient d'une crise géopolitique hein, Européenne, hein. Mm. européenne entre l'Europe de l'Est et l'Europe centrale. Donc, tout est lié. Tout est lié. Le monde dans lequel il oscille en permanence, ce monde-là, entre plusieurs données stratégiques, géopolitiques, sécuritaires, financières. Les vagues d'immigration aussi influent énormément aujourd'hui sur la sécurité des États. Euh, donc non, finalement, il n'y a pas de frontières. Et dans tes sagas, dans ta saga GSR, et le BSI, est-ce qu'il y a des limites d'écriture que tu te fixes? Oui, bien sûr. Alors, c'est lesquelles, par exemple? Les renseignements, trop proches de la réalité, mais pas trop? Ouais, j'ai la chance de pouvoir confirmer ce que je peux révéler au travers de la presse, des médias. Voilà, après, je ne franchis pas la barrière parce que ce qui m'excite aussi en tant qu'auteur, c'est que dans chacun des opus, et dans celui qu'on évoque aujourd'hui par rapport au sujet et ce décret face aux opérateurs De de référence. sécurité, c'est de référence, pardon. Ce que je veux, c'est que la lectrice ou le lecteur aussi, voilà, j'aborde un sujet, j'immerge le lecteur dans ce sujet, à lui à la fin d'aller se faire sa propre opinion. Moi, je ne la donne pas, je ne souhaite pas la donner, je ne la donnerai jamais. Mais voilà, je noie un héros au milieu d'une mission qui, effectivement, dans lesquelles entre en jeu de la géopolitique, de la sécurité, de l'espionnage, des données économiques, des données Et tu politiques, des laisses à données chacun diplomatiques, tu laisses des à chacun données finalement le diplomatiques soin. Tu laisses à et des, chacun et des, finalement. Mm. et des Vas-y, données Laurent, excuse-moi. diplomatiques. Non, non, je t'en prie. Et des données diplomatiques parce qu'elles sont très importantes, parce qu'on sait tous que ça passe d'abord par un réseau de diplomates, hein, toute décision quelle qu'elle Les soit, même ambassades sont, les voilà. ambassades. Mm. Et de là, ben oui, effectivement, la lectrice ou le lecteur peut se dire, ben tiens, il nous a amené sur ce sujet, je vais essayer moi de me faire ma propre opinion. Et dans Black Bank, avec ces manipulations qu'il y a dans un organisme bancaire qui a été forcé d'être racheté par notre Banque nationale. Mais pourquoi la Banque nationale a été forcée de racheter cette filiale financière, une banque d'investissement mais en fait, c'était pour... je laisse le lecteur. Nous n'en dirons pas plus. Nous n'en dirons pas plus. Et donc le rôle de. Est-ce que alors
ça serait moins drôle, mais est-ce que parfois, en général, à la fin d'un roman, GSR a réussi sa mission? On est d'accord. Par contre, parfois, Ou pas, ou dans la difficulté, attention, hein, ben, c'est c'est pas là où un je vais en venir en fait. super-héros. C'est Non, là où non. je vais en venir. Il échoue parfois à des batailles, il y a des défaites. Euh, c'est il rebondit, voilà, il continue à avancer. C'est un travail à la fois solitaire et d'équipe. Euh, c'est aussi intéressant finalement d'approcher ben, cette notion de l'erreur, de l'échec, de la défaite, et puis ben, de persévérer, de la détermination. C'est aussi des valeurs qui te finalement, dans la création de GSR, c'est des valeurs qui t'ont poussé à créer cette saga. Bah, Car rappelons-le, quand même, tu as tout laissé tomber pour faire de l'écriture. Si je résume. oui, oui, on va résumer de cette manière-là, où les éléments extérieurs m'ont permis de me mettre en situation de passer mon temps à écrire. D'accord. Euh, oui, 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 G- les éléments extérieurs. hmm. Je sais pas GSR, comment. tu le décrirais finalement comment? C'est un homme. Ouais, et je réfléchissais à cela là. Ce n'est pas un super-héros. C'est un homme comme toi, comme moi. Il a aussi des équipes de femmes comme la tienne, comme aurait pu être nos mères, comme peuvent être nos sœurs, nos filles, nos voisines, nos amis. Ben, chacun, on peut pas être 365 jours par an au top de sa forme. Donc oui, j'ai décrit ce personnage central et les personnages parfois avec leurs points d'interrogation sur leur métier, sur leur vie privée, face aux obligations qu'ils ont de répondre, parce que on prend l'exemple, alors autant Archibald de Gans, lui, voilà, il a quitté la DGSE pour fonder cette officine, mais il a recruté des gens qui sont officiellement rattachés à des agences. Hmm. Et Gabriel Saint-Régent est un ancien, ou rattaché officiellement, puisqu'il fait partie d'une officine, de la DRSD. Euh, Petite question. Archibald de Gans, d'où vient cet élégant prénom? J'ai toujours trouvé ça très ça te classe. perturbe, ça. Ah ouais, très aristocrate. Archibald de Gans. J'adore le prénom d'Archibald, hein, et pour cause. Euh, mais voilà, d'où vient ce prénom et ce nom? De ma pure imagination, enfin, l'imagination d'avoir repris un prénom qui existe, qui est bien français, Archibald, de Gans. Alors, il y a un côté, effectivement, on va dire, noble dans son nom, fut chacune soumise on disait quand il y avait une fratrie, ben, l'aîné était militaire, le cadet était curé, Voilà, c'est ça, ouais. Et la sœur était à voilà, marier, voilà. et la sœur était à marier. Mais non, Archibald de Gans, voilà, bah, issu d'une famille traditionnelle française, très stricte, très catholique, qui a subi un cursus où à l'époque le vrai service militaire Ouais. était obligatoire. Et puis voilà, il est rentré dans l'armée, et puis par vocation, il avait ça en lui, de rentrer dans l'armée française et de gravir aussi certains échelons, on va dire, hiérarchiques, mais aussi de se former, que ce soit à l'école de guerre, que ce soit à Saint-Cyr, que ce soit dans tout ce que la formation militaire pouvait lui offrir. Voilà, c'est une lignée, on va dire, de tradition de certaines familles françaises. Et heureusement qu'il y en a, parce qu'aujourd'hui, on décrit l'armée, dans certaines conversations auxquelles je peux assister, l'armée est décriée, mais enfin, l'armée, il en faut une. Et heureusement qu'on a des femmes militaires qui s'engagent, des hommes militaires qui s'engagent pour protéger nos enfants, nos parents, nos familles, nos amis. Et malheureusement, ces dernières années, le côté militaire a été un petit peu, voilà, un petit peu critiqué, un petit peu mis Bafoué. sur la touche, Mm. un petit peu bafoué. Ouais, ça me gêne un peu parce Ouais. que alors, même si j'ai pas été militaire de carrière, j'ai fait mon service militaire, j'ai beaucoup participé, ça m'a passionné. Puis je fréquente beaucoup de On apprenait militaires beaucoup de choses. et on On apprenait apprenait beaucoup de beaucoup de choses, choses. oui, oui. Et puis moi, je fréquente encore des militaires et puis j'aime leur vie, leur dévotion, ce côté patriotique qu'on peut Leur état avoir. d'esprit. Mm. Ouais, donc, Donc bah son oui, il en faut. engagement qui est un peu perdu. Ouais. Et des Archibald de Gans, heureusement qu'il en existe parce que ce sont des traditions dans certaines familles qui font que bah, on est dans un État souverain. Et Black Bank, alors si tu devais résumer ou si tu devais, allez, un pitch, convaincre tes futurs lecteurs pourquoi ils iraient lire Black Bank,
Qu'est-ce que tu leur dirais? Black Bank, c'est le premier opus dans lequel ils seront immergés dans le monde de la banque, des banques d'investissement et, on va dire, des organisations parallèles qui veulent faire mainmise sur ces cassettes d'or internationales qui permettent à certaines organisations de diriger le monde économique mondial. Et dans Black Bank, effectivement, le héros est mandaté, missionné par sa hiérarchie, pas mandaté, missionné, c'est le terme exact. Missionné parce que voilà, on touche à la Banque nationale française via une filiale qu'on- qu'elle a dû racheter par nécessité, mais cette filiale représente beaucoup de réseaux parallèles Tout n'est pas clair. Tout n'est pas et clair. tout n'est pas clair. Tout n'est pas D'accord. clair. Ok, Donc, ben écoute, je pense que c'est une excellente fin, puisqu'en fait, on a fini là. On a déjà fini. Donc, on pourrait dire que la France n'est pas étrangère à ces zones grises où, non, comme Black Bank, se rencontrent l'argent, le pouvoir et le renseignement. Et en fait, c'est exactement dans cet interstice que vit la saga GSR. oui, et j'en suis très heureux, voilà, d'être sur, on va dire, une facette du renseignement qui n'est pas commune, qui n'est pas habituelle, puisqu'aujourd'hui on associe beaucoup le monde du renseignement au milieu islamique, au milieu terroriste, mais il n'y a pas que. Alors c'est malheureusement un sujet douloureux, mais il y a aussi cette facette et qui est le renseignement industriel, l'espionnage industriel, économique, qui est la première source d'espionnage mondial. Et puis qui peut causer des dégâts, alors pas forcément en termes de vie humaine, mais en termes en perte Ah si, il y a pire. d'emploi, perte de chômage, perte d'influence, disparition de sociétés, donc de savoir-faire industriel d'un environnement. La France, les 10 dernières années, bon, on pourrait faire une autre émission là-dessus, mais effectivement. En tout cas, écoute, merci Laurent pour Merci à toi, Eric. pour ce troisième épisode. Encore une fois, un zoom pour vous présenter, pour essayer de vous présenter une qualité correcte d'émission. Là, c'est le troisième opus. Le troisième opus, le quatrième opus, ben écoutez, vous l'aurez avant la fin de l'année. Avant la fin Ah de oui. l'année. Euh, J'espère que vous, Entre Noël et le premier de l'an, voilà, il faudra entre produire Noël cette et le Président, émission. ça sera le cadeau. Ça sera le cadeau. Ça Voilà. sera le cadeau. En tout cas, merci Laurent, merci GSR. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle émission, un épisode 4 dont je ne dirai pas encore le sujet, mais ça ne saurait tarder. Merci à tous et à toutes. Au revoir.